Salut, c'est John. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie de Freud et Lacan et charlatan. N'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo pour avoir de plus d'informations, de liens en rapport avec le sujet ou vers la première partie. Mais avant d'enchaîner sur la conclusion, je passerai par le point 6. L'effet de détérioration, car on ne peut pas y manquer. Des psychothérapies peuvent, comme des traitements médicaux, faire plus de tort que de bien. L'expression effet de détérioration en psychothérapie a été promue en 1966 par le psychologue américain Alan Bergen, un expert de la recherche empirique sur les psychothérapies. Depuis les années 1960, des études systématiques ont montré que ces traitements ont des effets le plus souvent des améliorations, mais parfois de graves détériorations. Des méta-analyses de différentes psychothérapies concluent qu'environ 10% des patients vont plus mal après le traitement qu'avant. Freud avait observé le fait dans le cas de didactique réalisé sous sa direction. Il s'en désolait, et un cas qui l'a beaucoup touché est celui de Horace Fring, un psychiatre américain qui l'avait analysé à 2 reprises et dont il avait voulu faire le leader de la psychanalyse aux États-Unis. John écrit, Freud s'était fait la plus haute opinion à son sujet, c'était de loin l'Américain le plus capable qu'il ait rencontré et le seul dont il espérait quelque chose. Son état s'est progressivement dégradé et Gardiner, qui avait fondé avec lui la Société psychanalytique de New York, rapporte que ce qui lui dit Freud le concernant, vous avez dit un jour que l'analyse pouvait faire de mal à personne, eh bien laissez-moi vous montrer quelque chose. Freud me sortit de photographie. Celle-ci représente Frink avant son analyse et celle-là a été prise après son analyse. Sur la première photographie, Frink ressemblait à un homme que j'avais connu. Sur la seconde, il avait l'air hagard, il était décharné et accusé 20 ans de plus. Page 101, Frink a fini par délirer et faire des tentatives de suicide. Il est mort dans un institut psychiatrique sans avoir retrouvé la raison. Cardin raconte encore Monroe Meyer et moi discutions un jour avec Freud du suicide de 2 analystes. Ses yeux pétillaient de malice pour nous dire, eh bien, le jour n'est pas loin où l'on considérera la psychanalyse comme une cause légitime de décès. Page 105. Meyer, analysé par Freud, est devenu analyste, finira par se suicider comme Federn, Gross, Steinkel, Tosk, Sieberer, Sokolnika et d'autres. Déjà en 1911, quand Jung lui annonce le suicide de son assistant, Freud répond Je suis frappé ce qu'en fait nous consommons beaucoup de personnes. Lettre du 2 avril, les facteurs néfastes de la psychothérapie cités les plus souvent sont des comportements sexuels du thérapeute, interprétation des conduites dépassées, les déceptions de patients qui ont des atteintes irréalistes, des explications conduisant sur une mauvaise piste, par exemple ressouvenir de soi-disant services dont les souvenirs auraient été refoulés et effacés, des ruminations répétées, seules ou en compagnie du thérapeute, rumination, le froideur du thérapeute, le développement d'une forte dépendance à l'égard de la thérapeute, la détérioration de la relation familiale après que les patients ou le conjoint aient été jugés responsables des troubles. La cure freudienne favorise plusieurs de ces facteurs. L'analyse écoute et interprète interminablement au lieu d'aider à modifier activement la façon de penser et d'inciter à exprimer de nouvelles actions. Il maintient l'analysé dans un état de passivité et raison pour laquelle la psychanalyse est contre-indiquée pour la plupart des troubles sérieux, en particulier la dépression, les addictions et les obsessions-compulsions. Quand un traitement stagne, le patient devrait se demander s'il ne faut pas essayer un autre. Des facteurs d'amélioration et de détérioration jouent dans la plupart des thérapies, mais dans des proportions très différentes. Et il n'importe que cela se sache. Je poursuis avec le chapitre 5, aspect du mouvement freudien-lacanien. Freud à Jung le 14 du 11 1911. Aujourd'hui, j'ai eu chez moi le docteur
V. Kohler de Verveil. Lui, son chef de Montmey et Dr Lemodem se compte parmi les partisans convaincus. J'ai suggéré qu'il cherche le contact avec Zurich et crée avec le temps un groupe en Suisse romande. Genève serait la porte pour l'assaut de la France. Freud raconte que le petit cercle de confrères qui se réunissait chez lui à partir de 1902 ne l'enthousiasmait guère dans la contribution de l'histoire du mouvement psychanalytique. 1914, il raconte qu'à partir de 1907, la situation changea d'un coup. Il apprit que les psychiatres pratiquaient sa psychanalyse à l'hôpital universitaire de Zurich sous la direction du grand Bleuler. Ceux-ci deviendront alors ses meilleurs disciples. Jung, pour un temps, Abraham, Ayton, Ferenczi, John, Brill, Binswanger. Zurich a été le premier centre de la diffusion du freudisme. Les États-Unis furent pour un temps le pays de la psychanalyse, mais ne l'est plus depuis un demi-siècle. En 1977 déjà, un an des leaders de la psychanalyse américaine, Gardiner écrit à partir des années 20 et jusqu'aux années 50, la psychanalyse s'est implantée, elle a prospéré particulièrement aux États-Unis, elle a fait entrevoir un grand espoir en qualité d'instrument thérapeutique, mais depuis les années 60, le désenchantement a commencé à s'installer. La psychanalyse a promis plus qu'elle ne pouvait tenir. Freud lui-même avait bien dit que la psychanalyse ne valait que pour une petite névrose et une kleine neurose. De surcroît, la théorie de la libido et de la métapsychologie devinrent un système fermé, incapable de servir de guide à des recherches empiriques ultérieures. Freud écrit en 1914, parmi les pays européens, c'est jusqu'ici la France qui s'est montrée le moins réceptive à la psychanalyse. Existe en 1923, il signale que l'intérêt pour la psychanalyse s'y est enfin éveillé, davantage dans des milieux littéraires que dans les milieux scientifiques. X73 note à ajouter le succès de la psychanalyse en France fut particulièrement lent à se développer, mais à partir des années 60, fut un déferlement. La personne qui a joué un rôle capital dans le développement permet de la psychanalyse en France est Marie Bonaparte. Elle n'avait pas d'études supérieures, mais elle avait d'autres atouts, le titre de princesse, une fortune considérable, un excellent réseau de relations, le privilège d'avoir été analysée par Freud par intermittence en 1925, en 1929 et d'être devenue une grande amie du maître. Elle a fondé en 1926 la Société psychanalytique de Paris, en 1927 l'Institut de psychanalyse de Paris dont elle sera la directrice et la Revue française de psychanalyse dont elle contrôlera le contenu. À la fin de sa vie, elle aura perdu bien des illusions. Elle écrira « Je me suis trompée avec l'aveuglement de l'instinct, j'ai pris le désir pour l'amour, en moi, en d'autres, alors l'assouvissement de l'instinct passé, je me suis retrouvé pauvre et nu, j'ai cherché moi-même à me guérir, et plus grosse erreur, c'est Freud qui s'est trompé, il a surestimé sa puissance, la puissance de sa thérapie, il cite In Amourou, page 54. 1. Lacan, un nouveau Freud. Lacan est celui qui a le plus contribué à faire de la France le pays de la psychanalyse le plus psychanalytique d'Europe. Il a développé une psychanalyse sensiblement différente en se référant sans cesse à Freud. Pour Freud, l'inconscient est constitué principalement de souvenirs sexuels refoulés et de pulsions sexuelles réprimées. La conception de Freud tient dans ces mots de Lacan la réalité de la conscience et la vérité insoutenable, la réalité sexuelle. En chaque occasion, Freud l'a articulé, si je peux dire Mordicus, 1973, 2.138. Mais pour Lacan, l'inconscient est la somme des effets de la parole sur un sujet à ce niveau où le sujet se constitue des effets de signifiants. Idées, page 116. À la fin de sa vie, il déclare Freud n'avait rien de transcendant, c'était un petit médecin qui faisait ce qu'il pouvait pour ce qu'on
n'appelle guérir ce qui ne va pas loin. L'homme donc ne s'en tire guère de cette affaire savoir. 1978, Freud a inventé cette histoire, et il faut bien le dire, assez loufoque, qu'on appelle l'inconscient, et l'inconscient est peut-être un délire freudien. L'inconscient, ça explique tout, mais comme l'a bien articulé un nommé Karl Popper, ça explique trop, c'est une conjecture qui ne peut pas avoir de réfutation. 1979b, et quand Freud parle de désir lust watch, il évoque généralement la sexualité. Quand Lacan utilise ce terme, c'est souvent en référence à une conception hegelienne. Le désir de l'homme trouve son sens dans le désir de l'autre, non pas tant parce que l'autre détient les clés de l'objet désiré que parce que son premier objet est d'être reconnu par l'autre. 1966, 268. Freud attache une importance primordiale au complexe d'Oedipe. À la fin de sa vie, Lacan relativise fortement. Sa vie n'est pas tragique, elle est comique, elle est assez curieux que pour désigner ce dont il s'agissait, Freud n'ait rien trouvé de mieux que le complexe d'Oedipe, c'est-à-dire une tragédie. On ne voit pas pourquoi il a désigné d'autre chose que d'une comédie, ce à quoi il avait affaire dans le rapport qui lie symbolique l'imaginaire à le réel. Il pouvait prendre un chemin plus court. Beaucoup de troubles étaient attribués par Freud au père castrateur. Lacan attribue plutôt à la mère crocodile. Le rôle de la mère, c'est le désir de la mère, c'est le capital. Le désir de la mère n'est pas quelque chose qu'on ne peut supporter comme ça. Que cela vous soit indifférent, ça entraîne toujours des dégâts. Un grand crocodile dans la bouche duquel vous êtes, c'est ça la mer. On ne sait pas ce qui peut lui prendre tout d'un coup de refermer son clapet, c'est ça le désir de la mer. Il y a un rouleau en pierre, bien sûr, qui est là en puissance au niveau du clapet, et ça retient, ça coince. C'est ce qu'on appelle le phallus. C'est le rouleau qui vous met à l'abri si tout d'un coup ça se referme. 1991, 2.129. Freud estime que ses patients venaient dans l'espoir de guérir de troubles mentaux. Lacan voit dans ses clients des gens qui veulent jouir du verbe. Figurez-vous que j'ai eu une certaine expérience de ce métier sordide qui s'appelle être analyste, et là j'en apprends un bout de au commencement était le verbe, prend plus de poids pour moi. Je vais vous dire une chose, s'il n'y avait pas le verbe qui, il faut bien le dire, les fait jouir, tous ces gens qui viennent me voir, pourquoi est-ce qu'ils reviendraient chez moi si ce n'était pas pour à chaque fois s'en payer une tranche de verbe? Moi, c'est sous cet angle-là que je m'en aperçois, ça leur fait plaisir et ils jubilent. Sans ça, pourquoi est-ce que j'aurais des clients? Pourquoi est-ce qu'ils reviendraient aussi régulièrement pendant des années? Vous vous rendez compte? 2005, 91, pour Freud, le but du traitement est la guérison pratique du malade, le rétablissement de sa capacité de réalisation et de jouissance. Pour Lacan, l'analyse est une démarche ascétique aux résultats difficilement objectivables. La question de terminaison de l'analyse est celle du moment où la satisfaction du sujet trouve à se réaliser dans la satisfaction de chacun, c'est-à-dire de tous ceux qu'elle s'acoche dans une œuvre humaine, de toutes celles qui se proposent dans le siècle. L'œuvre de psychanalyse est peut-être la plus haute parce qu'elle opère comme médiatrice entre l'homme du souci et le sujet de savoir absolu. C'est aussi pourquoi elle exige une longue accès subjectif qui ne sera jamais interrompu. 1966, 2.321, fin du premier paragraphe de la page 159. Freud s'est consacré à partir des années 1910 à la formation d'analyste. À la fin de sa vie, Lacan a mis en question l'utilité de cette formation, telle que j'en arrive maintenant à la penser. La psychanalyse est intransmissible, c'est bien ennuyeux que chaque psychanalyste soit forcé, puisqu'il faut
bien qu'il soit forcé de réinventer la psychanalyse. 1979b, l'éthique de Freud est conservatrice, il est loin de prôner la libération anarchique des désirs, le but assigné à la cure est le domptage, Bändigung, de la pulsion en conflit avec le moi et son intégration au moi, de sorte qu'elle ne suive plus ses propres voies vers la satisfaction. La psychanalyse construit de nouvelles digues, humaine d'amen plus solide que la première, on peut alors se fier à ces digues pour qu'elles ne cèdent pas si facilement à l'intensification des pulsions. 16, 69, 71, l'éthique de Lacan est celle du désir de transgression. La psychanalyse, Jacques Alan Miller, son fidèle genre de lieutenant, résume sa conception en disant sa morale relève du cynisme supérieur. Sa morale lacanienne est une morale de l'invention du soi, de la singularité. Trouvez votre singularité, la voie, votre désir est assez en les conséquences. Miller en ferait, page 15, André Green, ex-lacanien, explique ainsi le succès de la prédiction de Lacan, un cynique, un nihiliste jouisseur. Là se trouve l'une des raisons de son succès. Ces jeunes amassés en grappe autour de lui, qui l'écoutaient avec passion et qui n'y comprenaient pas grand-chose. On en avait la preuve qu'on leur demandait après ce qu'ils en avaient retenu. Réponse à peu près rien, étaient sensibles à un accent ou à un jeu prophétique. L'accent d'une vérité sortie de leur amphithéâtre et où on leur parlait de la belle âme, de l'essence ou de la raison pure. Ils allaient vers lui qui, peut-être ou non, de la psychanalyse, en tout cas dans sa psychanalyse, dénonçait cette illusion en leur disant le monde ne fonctionne pas comme on vous le dit. Il marche au désir dont personne ne vous parle. Page 19. De la logomachie lacanienne, une différence radicale entre Freud et Lacan est la façon de s'exprimer. Le premier a toujours écrit avec souci de faire comprendre le mépris, l'idolâtrie des mots, World Goods and This, dans laquelle il voyait un moyen de faire croire qu'on dit quelque chose alors qu'il n'y a pas de contenu substantiel. Lettre à Abraham, 21 du 10 de 1907, Lacan a utilisé une phraséologie quasi incompréhensible même pour ses disciples. Il disait cyniquement, mes écrits, je ne les ai pas écrits pour qu'on les comprenne, je les ai écrits pour qu'on les lise, même si on ne les comprend pas, ça fait quelque chose aux gens, je les ai souvent observés. Ils n'y comprennent rien, c'est tout à fait vrai, pendant un certain temps, mais ça leur fait quelque chose. Quand on commence mes écrits, c'est qu'on peut faire mieux, c'est d'essayer de les comprendre. On commence, on ne les comprend pas, on continue d'essayer. 2005, 84S, certaines formules de Lacan suggèrent qu'il ne prenait pas ses suiveurs au sérieux, il ironisait. Je suis entouré de petits malins qui transforment ce que j'avance en pulsion intellectuelle. 2011, 2.36. Lorsque le gourou est interviewé par J. Miller à la télévision, il commence par dire l'errement consiste en cette idée de parler pour que les idiots me comprennent. Je parle à ceux qui connaissent aux non-idiots, à des analyses supposées. 1974, 9S, à la fin de l'interview, il revient sur son élitisme. Si j'ose articuler que l'analyse doit se réfuter aux canailles, c'est que les canailles ne deviennent bêtes, ce qui est certes une amélioration, mais sans espoir. Page 67, et il termine par ces versets. L'interprétation doit être prête pour satisfaire à l'interprète. De ce qui est perdu, de perte pure à ce qui ne parle plus, de père ou pire, page 72. À l'époque où j'étais membre de l'école belge de psychanalyse, des lacaniens ont consacré 2 soirées à trouver leur signification, quoique interprète ne figure pas au Petit Robert. La première phrase semble signifier que
L'interprétation doit être rapide pour que l'analysé en bénéficie, ce qui contredit ce qui enseignait Freud, donner une interprétation que lorsque le malade est arrivé à proximité de ce qu'il a refoulé et s'est attaché au médecin. V8 123, la corporation de la seconde phase ayant donné lieu à diverses interprétations. Un des participants à la discussion en analyse chez Lacan a interrogé le maître qui lui a répondu: j'ai dit ça pour les annonçants, c'est du moins ce qu'a rapporté ce privilégié. Cet événement a eu sur moi en 1975 l'effet d'une révélation. Je suis définitivement devenu méfiant à l'égard des intellectuels qui se paient des mots, à commencer par les lacaniens. Fin du premier paragraphe de la page 161. Pour Lacan, c'est une erreur de croire que les mots représentent adéquatement ce dont on parle, et il faut, dit-il, se dépendre de l'illusion que le signifiant répond à la fonction de représenter le signifié. Disons mieux que le signifiant ait à répondre de son contexte au titre de quelque signification que ce soit. 1966, 2.498. Dans ses séminaires, il a fini par faire des associations libres, des phrases dénuées de sens, et Devaux imaginait que ces paroles étaient des révolutions de l'arrière-monde psy. Il les déchiffrait comme les rébus de l'espoir de trouver du sens. Il croyait comprendre les textes lacaniens car il se déplaçait à travers eux en passant d'expressions qu'il comprenait à d'autres qu'il comprenait comme une grenouille qui traverse un étang en sautant de nénuphar en nénuphar. Pour parler le lacanien, il faut d'abord assimiler quelques mots-clés signifiant, phallus, nom du père, castration, béance, etc. Puis apprendre à jargonner sans se préoccuper de renvoyer à des réalités empiriques. Ces mots-clés agissent comme des incantations magiques qui permettent d'être acceptés dans la communauté lacanienne. Le pouvoir de séduction de Lacan illustre cette observation de Tacite, premier siècle, où que Montaigne répétait: les hommes accordent plus de foi à ce qu'ils ne comprennent pas, l'esprit humain est porté à croire plus volontiers des choses obscures. Livre 3, chapitre 9. Des intellectuels ont parfois mis du temps à avouer qu'ils ne comprenaient pas le rebut de Lacan. 5 ans après sa mort, le célèbre ethnologue Claude Lévi-Strauss raconte qu'il n'a été qu'une fois à un séminaire de Lacan et que le contenu lui a paru étrange. Et vu fonctionner pas mal de chamans dans des sociétés exotiques, et j'ai trouvé là une sorte d'équivalent de la puissance chamanistique. J'avoue franchement que moi-même, l'écoutant, au fond, je ne comprenais pas et je me trouvais au milieu d'un public qui, lui, semblait comprendre. Une des réflexions que je me fais à cette occasion concernait la notion même de compréhension. N'a-t-elle pas évolué avec le passage des générations? Quand ces gens pensent qu'ils comprennent, veulent-ils dire exactement la même chose que moi quand je lis que je comprends? Mon sentiment était que ce n'était pas uniquement parce qu'il disait qu'il agissait sur l'auditoire, mais aussi par une autre chose extraordinairement difficile à définir, impondérable. Lacan a pris place dans le Petit Larousse illustré où on lit, édition 2017, il a contribué, tout en prenant le retour à Freud, à ouvrir le champ de la psychanalyse en se référant à la linguistique. Les linguistiques qui ont étudié ces publications constataient ce qu'écrit le professeur Georges Mounin, Université d'Aix-Marseille. Lacan a la saussure en diagonale quant à ces mentions des autres linguistes, bien Wyss, Chomsky, Hemsley, Jespersen ou Sapir. Ce ne sont que des mentions, page 92, ce que Lacan appelle sa théorie de la langue, ou linguisterie, fait un usage idiosacrasique du terme linguistique qui empêche une véritable communication avec les linguistes. Cela n'a aucune utilité pour le thérapeute.
Soucieux d'efficacité par son jargon logico-mathématique, Lacan a tenté de faire croire que la psychanalyse est une vraie science. Borg Jacobsen a assisté au séminaire où le gourou prononçait les oracles sûrs que captaient d'innombrables micros et il a participé au cartel où des auditeurs essayaient ensuite de les déchiffrer. Il a dénoncé la supercherie en connaissance de cause de ces fameux et cocasses men sont des véritables formules magiques censées être d'autant plus efficaces qu'elles sont vides de sens et en fin de compte parfaitement obscures. L'écriture mathématique remplaçant aussi fort avantagement le latin de cuisine des alchimistes 2015 2.75, deux professeurs de physique Alain Sokal, l'Université de New York, et Jean Bricmont, Université de Louvain, ont démontré dans Imposture intellectuelle la vacuité de ces élucubrations dont voici un échantillon. L'organe érectile vient à s'immobiliser à la place de la jouissance, non pas en tant que lui-même, ni même en tant qu'image, mais en tant que partie manquante de l'image désirée. C'est pourquoi il est égalable au V à la racine de 1 de la signification plus au produit de la jouissance qu'il restitue par le coefficient de son énoncé à la fonction de manque de signifiant moins 1 1966 2 822. Les répliques de fans de Lacan à la démonstration de Sokal et de Biermont sont quasi tous des attaques ad personam, le degré zéro de l'épéméologie. Lacan était un illusionniste, son talent oratoire était impressionnant, fascinant, son érudition était gigantesque, sa rigueur scientifique était nulle. Fin de la page 163. Page 164. 3 facteurs du succès de la psychanalyse en France. En 1977, Roland Jacquard, responsable de la revue Psy dans Le Monde, écrivait: France fut longtemps terre hostile à la psychanalyse. L'université la tenait pour une psychologie de singe et la médecine pour une thérapie douteuse. Il y a près d'un demi-siècle que fut fondée la Société psychanalytique de Paris. Le prodigieux essor que connaît la pensée freudienne date de ces 10 dernières années seulement. Paradoxalement, alors qu'aux États-Unis, comme dans la plupart des pays industrialisés, on assiste à un reflux de la psychanalyse. L'influence qu'elle exerce en France, tant sur la psychiatrie que sur la philosophie ou la littérature, ne cesse de croître. Le Monde 3-11. 20 ans plus tard, Rodinesco, gardien du temple freudien, constate que la France est le seul pays au monde où on a été réuni pendant un siècle les conditions nécessaires à une intégration réussie de la psychanalyse dans tous les secteurs de la vie culturelle, aussi bien par la voie psychiatrique que par la voie intellectuelle. Il existe donc dans ce domaine une exception française, 1992, 2.130. Le succès de la psychanalyse en France tient à plusieurs facteurs, dont le principal est la façon dont Lacan a facilité l'accès au titre de psychanalyste de son école. Nul besoin d'un diplôme de psychologie ou de psychiatrie. Une didactique, l'assistance à des séminaires, à des contrôles suffisants. Jean Claverel, fidèlement de Lacan, a décrit comment ce dispositif a fait exploser le nombre de lacaniens à partir de 1964. Le prestige de l'école freudienne fut tel qu'il eut de plus en plus d'adhésions, à tel point que les demandes d'adhésion devinrent aussi importantes que le nombre d'adhérents. Plus de 600 à ce moment-là. Cela était dû au fait que Lacan ne prononçait jamais d'exclusion. Pendant 15 années, l'école freudienne n'a jamais exclu personne. Page 79. Lacan, un champion du marketing, disait: la psychanalyse présentement n'a rien de plus sûr à faire valoir à son actif que la production de psychanalystes. Dû ce bilan apparaître comme laissant à désirer. Annuaire de l'école freudienne de Paris 1965. J'ai réussi en somme à ce que dans le champ du commerce ordinaire, on voudrait pouvoir réaliser aussi aisément avec l'offre
J'ai créé la demande 1966 617. Je jubilais du coup de portée de l'AIP. Le nombre de lacaniens a rapidement submergé celui des freudiens orthodoxes. La psychanalyse française est devenue essentiellement lacanienne. En outre, sa célèbre formule, la psychanalyste ne s'autorise que de lui-même, a fait, comme l'écrit Gilbert Diactine, le président de la Société psychanalytique de France, qu'en quelques années, les plus petites villes de France ont vu se multiplier les analystes autoproclamés, page 249. Bon nombre de ces analystes ont une formation de philosophes, de lettrés, de théologiens. Ceux-là ont amplement contribué à la diffusion de la doctrine dans les médias. Les lycées suivent un cours de philosophie où des principaux thèmes est l'inconscient et où Freud est à l'honneur. Onfray, qui a enseigné dans les classes de philosophie, a décrit à quel point les cours consacrés à la psychanalyse produisent un effet autrement enchanteur que l'allégorie de la caverne de Platon ou l'impératif catégorique de Kant. Freud affirmait avoir soigné et guéri la chose, était dite, écrite, publiée dans des maisons d'édition respectables. Elle se trouvait enseignée dans toutes les classes de philosophie de France et de Navarre. On passait le bac avec ces vérités révélées, page 25, dans les universités de l'enseignement de la psychiatrie et de la psychologie clinique est largement aux mains des psychanalystes. Nombre d'universités ne présentent guère d'autres orientations psychothérapeutiques. Sur les TCC, on n'y enseigne que quelques caricatures. Dans ces universités, le titre de professeur ne requiert pas de recherche empirique rigoureuse, mais simplement des travaux exagénèses d'écriture psychanalytique. La situation n'évoluera pas rapidement car les nominations se font généralement par cooptation. Ceux qui sont en place s'arrangent pour éviter de la concurrence et les critiques. L'enseignement universitaire de la philosophie est largement imprégné de psychanalyse des philosophes français. Arthusier, Bardieu, Derrida et Ali ont vu dans la science psychanalytique, et particulièrement dans la version lacanienne, une occasion de renouveler ou de légitimer de leur discours analytique sur le sujet. La parole, le désir, la finitude, l'aide pour la mort, etc. Même des théologiens catholiques ont trouvé chez Lacan de quoi reformuler ou approfondir leur foi. Ainsi, Louis Panier, professeur de théologie à la faculté de théologie de Lyon, explique dans Le péché originel de 1996, la doctrine du péché originel affirme qu'il n'y a à proprement parler d'espèce humaine, mais un genre humain, et il n'y a d'humain d'inscrit dans la génération où il trouve place et où il est aetus. Telle est l'énigme de la filiation. Je fais l'hypothèse que la doctrine du péché originel parle très exactement de cela. Il a un genre humain parce qu'à chaque naissance humaine, l'humanité est mise en cause. Si la vérité du sujet en sa singularité inouïe, on appelle à une autre cause que la conformité aux traits qui font la définition de la nature humaine. Page 141, voici un échantillon de la transfiguration opérée par la grâce de lacanisme. On lit dans la Bible, à la femme Yahvé, Dieu dit, je multiplierai les peines de tes grossesses, tu enfanteras des fils, ta convoitise tu pousseras vers ton mari et lui donnera sur toi. Genèse 3, 2.16, traduction de Panier en lacanien. Dieu n'établit pas le pouvoir des hommes, il révèle à la femme la faille insu où il sera question pour elle d'entendre l'altérité de la parole. Page 96, tout le reste est du même tonneau. Sherry Turkle, sociologue du Massachusetts Institute of Technology, a mené pendant 18 mois un travail ethnographique sur la psychanalyse française qu'elle a publié sous le titre de France freudienne. Elle note que mai 68 a marqué un tournant. La France fut saisie par une fière parole. Page 21, la psychanalyse a contribué et on a largement bénéficié. À partir de ce moment, son
développement a été explosif. Le mouvement psychanalytique français de l'origine, profondément lié à la vie politique et sociale, le nombre d'analystes a augmenté de façon spectaculaire, ainsi que l'intérêt au public pour la psychanalyse, les livres d'éducation, de conseils d'orientation, l'enseignement, l'assistance sociale sont tous passés à la psychanalyse. La psychanalyse tient là dans la médecine, la psychiatrie et l'édition. Le vocabulaire psychanalytique a envahi la vie du langage, transformant la manière dont les gens pensent en politique, discutent de littérature, parlent de leurs enfants. Les métaphores psychanalytiques ont infiltré la vie sociale française à un point qui est sans doute unique dans l'histoire du mouvement psychanalytique. Même aux États-Unis, les choses ne sont jamais allées aussi loin. Nous citons rapidement quelques facteurs de la massification de la psychanalyse examinée par Turkle. La psychanalyse apparaît comme une justification rationnelle à la libération sexuelle et au moyen de parler ouvertement de sexualité. Lacan a véhiculé un message de libération du désir et face avec les événements de mai 68, des psychanalystes ont établi des liens avec des communismes et surtout des gauchistes. Les déçus du marxisme ont trouvé une alternative. L'Église, qui avait condamné la psychanalyse, s'y est ouverte. Les analystes sont apparus aux prêtres comme des modèles en matière d'écoute et de conseil. Mai 68 a déstabilisé les parents d'adolescents et des jeunes adultes de sorte que la demande en experts psy a explosé. Les Français sont habitués depuis le lycée à l'explication du texte, aux citations littéraires. Beaucoup se pensent profondément nourris des écrits de Lacan, bien qu'ils ne puissent comprendre les points délicats de sa théorie. Ils trouvent que Lacan, c'est bien pour penser. Fin de la page 167. Conclusion. Initialement, Freud avait la volonté de faire de la science. Jusqu'au début des années 1910, il a voulu faire partie du monde des chercheurs scientifiques de la neurologie, de la psychiatrie et de la psychologie. En 1913, l'association allemande de psychiatrie a organisé un congrès à Breslau au cours duquel il fut surtout question de psychanalyse. Le professeur Kraepelin y expliqua que ce qui est bon en elle n'est pas neuf et vient essentiellement de Janet BG-S, page 138. Hoche, qui avait fait une enquête sur les effets thérapeutiques de la psychanalyse, concluait dans un sens très négatif. Voilà, c'est la fin. N'hésitez pas à regarder dans la description ou à vous abonner ou bien encore à lire le livre. Bien à vous.